Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Première chose, je dois vous demander un peu de l'indulgence parce que le français n'est pas ma langue maternelle, ni je suis tellement habitué à donner des présentations, donc j'espère de ne pas me tromper ou d'avoir trop d'incertitudes. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les résultats principaux de l'étude qu'on a réalisée avec le WEC Europe, comme on a dit, sur une facette très spécifique de l'hydrogène, c'est-à-dire la nécessité ou pas d'importation d'hydrogène en Europe, si oui, dans quelles conditions et quelles pourraient être les conditions pour avoir une situation gagnant-gagnant entre partenaires commerciaux, donc entre importateurs et exportateurs. Donc, l'étude a été vraiment réalisée avec l'idée de regarder les différents chiffres, les différents états de l'Union européenne, donc pays par pays, avec un focus plus important sur 5 pays, c'est-à-dire l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Mais on ne voulait pas s'arrêter au pays. On a voulu aller bien sûr au-delà des frontières nationales, à l'Union européenne, mais bien sûr au-delà. Parce que s'arrêter juste aux frontières de l'Union européenne, c'était trop étroite. Pour nous, c'était un petit problème. On a regardé ça avec des experts des différents pays, mais aussi des pays exportateurs, vraiment avec cette idée de dialogue importateur-exportateur, surtout avec les pays de l'Afrique du Nord, de la Russie, mais avec l'esprit vraiment à regarder dans les différentes conditions des différents pays, des potentiels exportateurs vers l'Union européenne. Dans cette phrase, c'est un peu implicite le résultat de la première question, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'importation? Mais je vais y revenir. On a travaillé avec beaucoup d'entreprises dans les différents pays qu'on a mentionnés, donc plus de 25 entreprises ou organisations, dans 12 pays, et avec un comité de pilotage dont j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à interagir, dont le Conseil français, donc avec 9 membres, 7 du WEC, dont 6 de l'Union européenne, le WEC Russie, l'EME, donc l'Observatoire méditerranéen pour l'énergie, avec lequel on a très bien eu des contributions et collaboré pour les résultats, surtout pour ceux qui concernaient les pays de l'Afrique du Nord, et avec un autre expert très connu pour arriver aux 9 membres. Donc, si on regarde vraiment la structure de l'étude, c'était concentré sur 3 questions principales, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'importer de l'hydrogène. Là, je voudrais juste m'arrêter ou faire une petite digression. On a regardé surtout deux horizons temporels, 2030 et 2050. 2050, ça nous sert à nous donner un peu la direction, donc le net zero de la stratégie européenne, mais vraiment pour avoir une idée de où est-ce qu'on est en train d'aller. Et le 2030, parce que 2030, comme on a dit, en termes d'énergie, c'est demain. Donc, il fallait vraiment avoir un peu l'esprit des deux. Donc, quels sont les premiers pas et où on veut aller un peu plus dans le moyen terme. Je dirais même pas long terme parce que 3 décennies, c'est pas vraiment beaucoup à mon goût. Donc, la première question,
est-ce qu'on a besoin des importations? La deuxième, si on a besoin, comment les rendre possibles? Et la troisième, comme on a dit tout à l'heure, quelles seraient les conditions pour avoir un succès commun entre les partenaires commerciaux? Pour faire ça, on a dû, bien sûr, comprendre avant tout les volumes. Il y a une incertitude énorme, mais on va en parler. Mais pour commencer à avoir une idée, pensez à cette étude comme à tous les autres dont on entend parler, ou on lit, ou on regarde, de dire « Ah, ça, ce sont les mots finaux ». Non, ça, c'est juste le début. Ça pourrait être, je pense, alors, cette attention à l'hydrogène, ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans les dernières décennies. C'est la troisième, quatrième vague. On ne devrait pas parler de vague dans cette période-là, mais bon. C'est la troisième ou quatrième vague d'attention à l'hydrogène. Cette fois, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a tellement de pays qui sont en train de mettre en place, comme ça a été dit très bien, des stratégies, des feuilles de route, et en plus de pays sont en train de vraiment le considérer, au point qu'on pense à l'hydrogène comme au deuxième vecteur énergétique dans beaucoup d'esprits, après l'électricité, le deuxième plus important pour arriver à la décarbonation. Décarbonation qui est l'idée principale à soutien de l'hydrogène. Penser d'arriver d'avoir beaucoup des volumes très importants d'hydrogène, si on n'est pas en train de parler de scénario décarboné, ce n'est pas tellement le cas, je pense. C'est-à-dire, si on veut décarboner, on regarde l'hydrogène. Si on n'a pas en tête d'aller à la décarbonation, c'est trop cher. Bon, on va y revenir, mais ça risque d'être trop cher au moins. Donc, en revenant, volume, donc incertitude sur la demande et la production intérieure à l'Union européenne. Les coûts, quels sont les coûts aujourd'hui pour le prix aux consommateurs finaux? On va voir surtout les prix industriels, mais bien sûr, il y aurait aussi les autres consommateurs. Donc, les coûts de production avec les différentes technologies dans les différents pays et bien sûr les coûts de transport. Aujourd'hui, et ce qu'on peut s'attendre dans le temps, à 2030 et à 2050. Il y a puis bien sûr, plusieurs considérations à faire. Et surtout, à mon avis, il y a deux parties qui sont très importantes. L'un, c'est l'impact sur la sécurité énergétique et sa transformation, à mon avis, vers une sécurité technologique dans le futur, mais aussi les interactions entre les stratégies et les feuilles de route, l'intégration de la stratégie hydrogène avec les autres formes d'énergie, surtout avec le secteur électrique, mais pas seulement, le secteur gazier aussi et tous les autres. Ça a été mentionné déjà, donc je ne vais pas peut-être y rester trop longtemps, mais c'est toujours très important, donc je me réfère aux deux interventions avant. Neutralité technologique. La guerre des couleurs, c'est mieux de l'éviter, surtout pour ne pas se mettre des barrières pour pouvoir arriver au goals, pardon, au but qu'on a pour décarboner notre système énergétique. Donc, l'idée d'aller au-delà des différents verts, bleus, gris,
jaune, rose et toutes les couleurs qu'on a, et vraiment se concentrer sur carboné, décarboné. Donc, passer de quelle technologie on utilise pour produire l'hydrogène à quelle est l'empreinte de CO2 sur le cycle de vie, bien sûr. Donc, par exemple, toutes les technologies à base de gaz, elles vont devoir forcément adresser le problème des émissions fugitives, sûrement. Pas seulement de la quantité de capture, mais aussi sur l'approvisionnement de méthane. Mais en mettant des limites très strictes dans le temps pour assurer que la production respecte cette limite. Donc, passons des technologies aux émissions. Donc, si on regarde un peu les chiffres, comme a été très bien mentionné, aujourd'hui, on parle d'une production d'hydrogène de à peu près 10 millions de tonnes en Europe. Union européenne, quand je dis Europe, je me réfère toujours à l'Union européenne. 10 millions de tonnes de demande qui est presque toute satisfaite avec de la production de carboné à partir des SMR, donc du gaz. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Si on regarde à 2030, on regarde toutes les différentes stratégies pour augmenter la demande d'hydrogène et bien sûr, on veut au moins avoir toute la demande additionnelle qui va être satisfaite par des sources décarbonées. Et puis, la deuxième question est, est-ce que le restant, comment on peut arriver à vite remplacer la production carbonée avec une production décarbonée? Il y a des différentes vues, des différentes études. Si on regarde notre étude, on a une partie significative qui est encore incertaine. Ça pourrait être encore produite par de l'hydrogène avec de la CCS, pardon, c'était CSC, donc de la capture du stockage de carbone. Ça pourrait être des importations ou ça pourrait être encore de l'hydrogène carboné. Quand on regarde à 2050, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, je suis en train juste de vous montrer l'incertitude dans le scénario de la Commission européenne, donc entre 19 et 23% de la consommation finale d'énergie, qui est bien sûr une fourchette moins réduite de celle globale, parce que pour des raisons logiques, mais c'est vraiment en regardant juste les scénarios à grande décarbonation et pas, bien sûr, les scénarios à 2.3 ou d'autres scénarios. Et déjà, on a une incertitude qui est importante. Il y a d'autres études avec une fourchette encore plus grande. On arrive dans certains cas à 100 millions de tonnes, par exemple. Mais là, c'est vraiment les scénarios de la Commission européenne. On a pu faire nos calculs sur la production et donc sur l'incertitude et sur la possibilité de production en Europe. Et on n'y arrive pas. Tout simplement, on n'arrive pas à satisfaire la demande d'hydrogène avec une production intérieure seulement. On va revenir sur la raison. Ça, c'est l'une des raisons principales de l'étude. Mais la première conséquence, bien sûr, c'est aussi la fourchette des importations. Ça va être très large. Dans notre étude, entre 18 et 50 millions de tonnes d'hydrogène.
Qu'est-ce que ça implique? Il y a beaucoup d'implications, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Bon, si on prend la partie majeure de la fourchette, donc les 50 millions de tonnes, et on les compare aux importations de gaz d'aujourd'hui, on parle plus ou moins de la moitié en termes d'énergie. Bien sûr, pas en termes de coût. Ça dépend de quel va être le prix de l'hydrogène et quel prix de référence de gaz on prend. On sait très bien que le prix de gaz est juste un peu variable, surtout dernièrement. Mais selon le niveau d'importation, bien sûr, on parle d'énergie plus ou moins d'un ratio 1 à 2 dans la partie haute de la fourchette, mais au niveau de, excusez-moi, je vais être un peu brutal, d'argent, ça peut être très différent. Il y a beaucoup d'implications liées à ce graphique. Je voudrais juste en mentionner deux. L'un, c'est le titre de cette slide, c'est la sécurité énergétique. Donc, ça change. Dans les scénarios deep decarbonization, désolé, il y a une chose qui est claire avec l'augmentation de la demande d'électricité et une production d'hydrogène plus importante, une réduction d'importation, surtout de méthane, mais aussi de produits pétroliers. Donc, on a du point de vue de l'énergie, une majeure sécurité énergétique. Mais, de l'autre côté, on se pose la question sur la sécurité technologique. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, les électrolyseurs, mais aussi, je pense bien au-delà, je pense aux batteries, aux panneaux photovoltaïques, au nucléaire, aux critical minerals, aux minéraux critiques, donc à tout ce qui est important pour les technologies bas carbone. Une autre implication très importante sont les coûts. Les coûts, ça veut dire, par exemple, si on a la moitié d'énergie qui passe dans les réseaux, si on convertit tous les mêmes réseaux, le prix de la transmission, ça va doubler. Si on utilise juste le ratio 1 à 2, et bien sûr, il faut ajuster puis pour les prix des deux différents moyens d'énergie. Et donc, il y a un impact sur les prix de toute cette évolution qui va être très importante. Donc, si on parle de prix, on revient à l'une des questions de notre quiz tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça arrive entre les... Est-ce qu'on a un pointer? C'est ça, hein? Ah, merci. Donc, on a regardé... Pardon. On a regardé plusieurs technologies pour la production domestique dans les différents pays et plusieurs technologies dans les pays exportateurs. Comme je vous ai mentionné, on a regardé surtout l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, la Russie, mais aussi l'Australie, le Chili et d'autres pays exportateurs. Avec tous les différentes technologies qu'on pouvait, qui étaient censées être prises en compte dans les différents pays. Et on a vu deux choses. Bon, on a des résultats, bien sûr, pour chaque pays qui sont différents. Là, on est en train de regarder les résultats pour l'Allemagne. La prochaine slide, c'est pour la France. Mais je voudrais vous faire remarquer quelques points. Première chose, chaque projet, bien évidemment,
Et ça doit être évalué par soi-même. Ceux-là sont juste des graphes généraux. On ne peut pas dire ça c'est la réalité de tous les projets, c'est évident. Mais une tendance à la diminution des coûts entre 2030 et 2050, c'est logique, elle est là. Diminution des coûts de production d'électricité, diminution des coûts des électrolyseurs, la tendance à diminuer le coût de l'hydrogène délivré, c'est dans tous les pays. Deuxième chose, la production dans les coûts de production dans les pays riches, soit en renouvelables, soit en gaz, c'est souvent plus faible que pour la production domestique en Europe. Ce n'est pas vrai pour tous les cas, par exemple le solaire en Espagne, mais c'est généralement le cas. Mais, et ça c'est la grande différence, il faut bien sûr regarder aussi au coût de transport. Le moment où on prend ça en compte aussi, on revient au fait que plus ou moins le coût d'hydrogène délivré au consommateur final, domestique ou importé, on est plus ou moins au même niveau. Bien sûr, la première chose, moi j'étais de l'autre côté du microphone, ce serait dire mais une différence de un demi-dollar par kilo ou $1 par kilo, c'est énorme. Bien sûr, mais il y a aussi des incertitudes qui sont significatives. On va y revenir dans 2 slides d'ici là. Mais donc, 2 choses pour moi qui sont à retenir, c'est le niveau, c'est plus ou moins le même, c'est similaire et ça baisse dans le temps. Bien sûr, avec des différences entre les différents pays. Ça, c'est l'Allemagne, ça, c'est la France. Selon les technologies, on peut discuter tout à l'heure, si vous voulez, par exemple, sur le coût qu'on a utilisé pour le nucléaire. Et la différence entre le nucléaire existant ou à 2050, ou le solaire en Espagne, etc., etc. Mais ça sont vraiment les points importants. En sachant que le coût de transport va avoir un rôle clé sur la compétitivité des projets développés hors Union européenne. Or, ça, c'est un point très important, je trouve. Et donc, bien sûr, on a regardé bien en détail les coûts de transport. Et ça, c'était l'un des problèmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'études avec une variété de données qui est vraiment importante. Là, c'est les coûts pour un pipeline 36 pouces nouvelle pour importation. Et ça vient de l'étude European Hydrogen Backbone. Mais si on regarde ça à comparer avec les bateaux, et là on a regardé, je ne vais pas mentionner, on a regardé bien sûr l'hydrogène, mais aussi les dérivés de l'hydrogène, évidemment. Et donc là, on regarde la différence dans les premiers milliers de kilomètres, c'est souvent le pipeline qui est moins coûteux, et sur les longues distances, évidemment, c'est les bateaux. Je dirais des coûts, dans certains cas, suffisamment théoriques, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bateaux qui transportent l'hydrogène. Mais si on regarde le pipeline, on a aussi une question sur l'incertitude des coûts. Donc, on regarde d'autres études. Dans ce cas-là, c'est une étude de l'AIE de 2019. On a des coûts plus faibles
si on regarde la moyenne entre nouvelles pipes et repurposed et reconditionnées, pardon. Donc avec une différence de prix qui est vraiment significative. Bon, où se situe l'Europe en tout ça en termes de distance? Bien sûr, si on regarde l'incertitude entre Afrique du Nord et Espagne, oui, il y a une différence, mais ça ne va pas impacter les coûts énormément. Si on regarde le Maroc, Allemagne, mais déjà Russie, Autriche, Australie et Chili, bon, on commence à avoir des incertitudes qui sont beaucoup plus élevées. Donc l'importance des coûts de transport, mais aussi l'importance des incertitudes. On a vu tout à l'heure les graphiques de coûts, mais dans les graphiques de coûts, il faut toujours garder à l'esprit que chacun des composants a une incertitude qui est importante. Et franchement, moi, j'ai même le doute si l'incertitude qu'on a pris en compte pour le transport maritime et le transport c'est vraiment la vraie incertitude. Mais si on faisait la somme de toutes les différentes incertitudes, on pourrait arriver à plus 50, moins 40%. Bien sûr, on n'arrive jamais dans la condition où on s'est trompé un moins sur toutes les composants ou un plus sur toutes. Donc, le plus 50 et moins 40, c'est purement théorique. Toute cette discussion sur le coût pour dire, on a vu qu'on avait beaucoup moins de production que de demande. Et la première question, c'était quelle est la raison? Normalement, c'est si on a des coûts d'importation qui sont beaucoup moins élevés, la raison, c'est une raison économique. Ça nous coûte moins de l'importer. On a vu qu'on est plus ou moins au même niveau, selon les pays, selon les technologies, mais on est plus ou moins là. Donc, quelle est l'autre raison possible? Les volumes. Et donc, on a regardé les volumes et donc la possibilité de produire tout l'hydrogène. Excusez-moi, c'est peut-être une chose à vous faire remarquer. On a considéré le point moyen là à 60 millions de tonnes comme demande moyenne de la fourchette. Donc, on a pris ces 60 millions de tonnes, presque le maximum de production interne, donc à 30, et donc on avait que plus ou moins, on a besoin d'importer la moitié de l'hydrogène, donc 30 sur 60. C'est 29,6 vers 30 sur 60. Donc, si on garde cet chiffre à l'esprit et on revient sur les volumes, on a des objectifs, c'était la traduction de Gaulle, pardon, des objectifs de décarbonation de l'électricité à 2050, et donc on va avoir une croissance du solaire et de l'éolien qui est plus ou moins d'un facteur 4 au respect des capacités d'aujourd'hui. Or, selon certains, ça pourrait dire, bon, 4 fois plus, ce n'est pas énorme. Si on prend juste un chiffre, ça se met un peu plus dans le cadre. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 gigawatts de solaire en Allemagne. Ça voudrait dire d'arriver à 200 gigawatts de solaire en Allemagne, si on prend juste le cas de l'Allemagne. Bien, si on voulait produire tout l'hydrogène décarboné avec solaire et éolien à 2050, bien, il faudrait arriver à 8 fois plus de capacité au respect d'aujourd'hui. Première chose, pour avoir suffisamment d'électricité
pour avoir cette quantité, les 60 millions de tonnes d'hydrogène décarboné, il faudrait ajouter à peu près 3000 TWh d'électricité. Plus ou moins la génération d'aujourd'hui de l'Europe, de l'Union européenne. Ça veut dire redoubler la génération d'électricité en Europe. Si on veut le faire qu'à partir de solaire et éolien, bon, ça veut dire, au lieu d'augmenter d'un facteur 4, donc rajouter 3 fois plus ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller à un facteur 8. Le 8, c'est la moyenne entre les trois. Et donc, à rajouter 7 fois plus ce qu'on a aujourd'hui. On a regardé les cas pays par pays, on n'y arrivait pas. Il y a certains pays qui ont déjà statué, ils ont déjà dit on n'y arrive pas, on n'est pas capable d'y arriver, l'Allemagne, l'Autriche, pour faire deux exemples, donc il faudra importer. Il y aura des pays qui ont une possibilité d'exportation, comme l'Espagne, mais les chiffres qu'on a vus de l'Espagne, c'était à peu près un demi-million d'exportation d'hydrogène sur les 30. Donc vraiment, on revient sur, on doit importer une quantité très significative. D'où, vu les coûts de transport, les pays les plus logiques sont les pays voisins. Donc, par exemple, toutes les discussions qu'il y a à l'instant dans cette période entre l'Allemagne et le Maroc. On a regardé l'Afrique du Nord, mais là, il faut garder à l'esprit une autre chose, deux autres choses. La première, c'est la grande croissance de la demande d'électricité dans les pays en voie de développement. C'est une chose qu'en Europe ou dans les pays plus avancés, on a tendance un peu à oublier. Donc, si les pays en voie de développement veulent aussi décarboner leur électricité, bon, les chiffres de l'OME nous montrent que les capacités de solaire et éolien doivent croître d'un facteur 35. Dans les chiffres qu'on a regardés, on arrive à remonter à un facteur 70, donc redoubler encore. Mais ça, première chose, ça couvre une production de 11,5, disons 12 sur les 30 millions d'importations. Mais ça pose aussi plusieurs questions très importantes. Première, acceptabilité dans les différents pays. Deuxième, le principe d'additionnalité, on peut le dire en français, oui, merci. D'additionnalité, donc de ne pas substituer le projet pour l'hydrogène, pour l'électricité avec ceux de l'hydrogène. Et bien sûr aussi tout ce qui est main-d'œuvre spécialisée et tous ces points-là. Donc, je ne veux pas dire que ça ne serait pas possible, je veux dire qu'il faut garder à l'esprit tous ces points de vue-là qui ont fait bien sûr bien partie de nos discussions pendant l'étude. Donc, je ne sais pas comment on est dans le temps, j'ai encore 3 slides, désolé, je vais un peu accélérer. Dire le mix et prévoir le mix d'électrolyseurs à 2050, c'est impossible. Donc ça, c'est l'une des possibilités qu'on a regardées et on sait très bien que ça pourrait varier. Mais le point sur les investissements que je vais faire dans un instant, ça ne change pas vraiment. Donc, plus ou moins, pour importer 30 millions de tonnes, on doit avoir plus ou moins 300 gigawatts de capacité de production et d'hydrogène. Et ça implique plus ou moins, presque au moins 500 milliards de dollars entre
électrolyseurs, production d'électricité, SMR ou capacité de pyrolyse et production de méthane. À peu près 500 milliards auxquels il faut rajouter les infrastructures. Là, on a mentionné les incertitudes des coûts des infrastructures et on peut, plus ou moins, on a utilisé deux méthodes différentes exactement pour essayer de bien le caler, mais on rentre dans la fourchette de 150 à 500 millions en plus. Donc, ça veut dire un coût d'investissement pour les 30 millions de tonnes entre 750 et 1000 milliards de dollars, donc à peu près 900 milliards de dollars en moyenne. Ça, avec des implications majeures, comment on arrive à avoir ces investissements, et un point qui était mis sur la table suffisamment fort par les pays, par exemple nord-africains, avec quel accès au financement. Et c'était un point vraiment très important qui a été soulevé. Donc, bien sûr, on sait très bien que ça, c'est un point important pour nous. C'est un point important pour la transition énergétique de baisser le coût de financement, mais bien sûr, c'est un point très important aussi pour les pays exportateurs. Dernière avant les conclusions. Donc, on a réfléchi à plusieurs points sur les conditions d'un succès mutuel. Donc, comment arriver à une situation gagnant-gagnant entre les différents pays. Bon, première chose, bien sûr, la coordination des infrastructures entre hydrogène, électricité, gaz, chaleur, et à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Un point qui était vraiment important quand on a discuté avec les experts des pays potentiels exportateurs, c'était vraiment de dire il ne faut pas avoir l'Union européenne qui décide et nous, soit on prend, soit on laisse. C'est à prendre ou à laisser. Il faut avoir une discussion continue sur ça. Et on va revenir sur un dernier point de cette slide. Bien sûr, il faut avoir un tas de cadres réglementaires bien fixés. Très important, les normes internationales pour qualité, pour les normes techniques et de sécurité. Bien sûr, comment certifier que la production d'hydrogène est décarbonée, mais avoir aussi des conditions stables sur les projets et entre les pays importateurs et exportateurs, parce que sinon la confiance pour les investissements ne va pas être présente. Comme on a dit, très important, acceptabilité et principe d'additionnalité dans les pays exportateurs pour les nouveaux projets vont être deux conditions très importantes pour les pays exportateurs. On n'a pas tellement eu de temps de mentionner, mais c'est très important le développement industriel et économique dans les pays, dans tous les deux côtés donc, des partenaires commerciaux. Et donc, une proposition qu'on a insérée dans l'étude, de dire la création d'une table ronde de haut niveau entre les partenaires commerciaux pour élaborer une feuille de route commune sur l'hydrogène. Donc, avec cette idée d'être inclusive avec les pays exportateurs. Je vais un peu aller, excusez-moi, je vais un peu accélérer parce que je me rends compte que je suis un peu en retard. Quelques points de conclusion que je trouve être importants.
On a vu, la production d'hydrogène va être insuffisante en Europe si on va au-delà des quantités moins importantes. Donc, si on reste à 10-20 millions de tonnes, on peut y arriver. Mais on ne parle pas vraiment d'un grand rôle de l'hydrogène dans la décarbonation. Si on doit importer, avec plus ou moins 60 millions de tonnes de monde, on doit en importer plus ou moins la moitié. Il y a des répercussions très importantes de ce développement sur la sécurité énergétique, sur les prix de l'énergie, mais avec, à mon avis, une transformation des préoccupations sur la sécurité énergétique qui vont se redirectionner vers la sécurité technologique. La nécessité d'intégrer la vision des stratégies hydrogène avec tout le reste de l'énergie et surtout avec le secteur électrique. Une chose qui est très importante dans ce cas-là, par exemple, c'est d'éviter les subventions croisées qu'il pourrait y avoir entre différents secteurs. C'est pour ça que c'est vraiment important de l'intégrer entre secteur hydrogène et électrique, par exemple pour la production avec les différents moyens de production décarbonés, d'électricité décarbonée, mais aussi entre hydrogène et gaz, par exemple pour reconditionner les pipelines. Cette fois, c'est vraiment la dernière. Se souvenir de l'importance des renouvelables, oui, mais aussi de laisser la possibilité de regarder à l'innovation, aux différentes technologies pour pouvoir arriver, plus facilement, à des coûts plus abordables vraiment aux objectifs de décarbonation de notre système énergétique. L'avant-dernier point, comme on a dit, l'importance des investissements et donc comment les réaliser dans les pays exportateurs, sur quelles conditions, à quel coût de financement. Et le point que je trouve très, très important des relations stables entre pays importateurs et pays exportateurs. Et comme ça, je voudrais vous remercier. Bien sûr, vous avez l'étude, vous savez où faire le download. Donc, je vous remercie beaucoup de l'attention. Merci beaucoup.